Après sa prise du pouvoir, le régime franquiste a instauré la censure et tenté de récupérer, pour les supprimer, tous les témoignages en images de la guerre d'Espagne et de la retirada. De nombreux clichés ont connu un parcours chaotique. Des négatifs devenus clandestins comme ceux de Centeille et de Capa, avec la célèbre valise mexicaine, sont restés conservés secrètement pendant plusieurs années. Redécouverte en 2007, la valise mexicaine a été présentée dans plusieurs capitales mondiales, et à Bram. L'exposition de Bram était composée de 60 tirages, dont 33 photos concernaient le camp. En outre, 2 films et des panneaux d'information, prêtés par les archives départementales de l'Aude, ont été proposés aux 4600 visiteurs, dont plus de 700 habitants à Bram. Je suis enseignante au collège de Bram, je suis professeure d'espagnol. J'ai accompagné mes élèves de 4e bilingue aujourd'hui pour voir l'exposition qui est aux Essarts. Cette exposition est vraiment très intéressante pour les élèves. Et je pense que le film les intéresse beaucoup aussi, puisqu'ils sont captivés. Et j'espère que ce travail de mémoire va leur permettre aussi dans les familles d'en parler, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des noms espagnols. Et ceci est très intéressant, puisque nous aurons un questionnaire après à remplir par rapport à cette exposition. Comment cette formidable exposition a-t-elle pu être accueillie à Bram, petite bourgade de 3400 habitants? Oh, ce projet est né, je crois qu'il faut remonter peut-être il y a 4 ans ou 5 ans, lorsque nous avions fait l'Expo Centelles à Bram. C'était juste au moment où la valise mexicaine venait d'être découverte. Et nous parlions de cette autre valise, qui était celle d'Agustí Centelles, gardée à Carcassonne jusqu'en 1975 à la mort de Franco, et que ce photographe était venu chercher chez ses amis, les De Gey, qui avaient gardé ces précieux négatifs pendant tout ce temps-là. Et donc, nous avions fait cette première expo, c'était notre première expo photo à Bram. Et on s'était toujours dit, oh, jamais à Bram, on arrivera à voir la valise mexicaine, c'est dommage. Mais bon, tant pis, on ira la voir dans des musées à New York ou à Paris, dans des expos. Et puis l'année dernière, l'expo du Mage, donc du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui présente la valise mexicaine avec beaucoup de documentation, beaucoup de films, mais finalement peu d'images vraiment tirées des camps. Il y avait les planches contact qu'on trouve dans la valise mexicaine, il y avait quelques tirages, mais finalement peu. Et on s'est dit c'était dommage. Et puis le maire, Claudie Méjean, a eu l'occasion de rencontrer Cynthia Young, la commissaire de l'exposition, qui est la responsable des archives CAPA à l'ICP à New York. Et finalement, la conversation s'est bien engagée. Je crois que toutes ces institutions ont envie d'avoir comme ça des événements qui parlent. Et parler des camps, parler de CAPA à Bram, c'est forcément quelque chose qui a du sens. Et donc, tout simplement, le fil s'est noué de l'idée de faire une expo à Bram avec les photos de la valise mexicaine. Marie-Hélène Mélandès, dans quelles circonstances avez-vous identifié les photographies de la valise mexicaine concernant le camp de Bram? Dans quelles circonstances? Bon, c'est en fait une recherche un peu dans le détail que j'ai menée dans les archives départementales. Là, en l'occurrence, c'est les archives de l'Aude, départementales de l'Aude. En fait, quand j'explore un fond d'archives, je ne laisse rien passer, j'explore en détail. Et là, dans le registre des communications téléphoniques du camp, il était mentionné qu'un journaliste américain était de passage dans le camp. C'était donc un message du préfet au commandant le camp en indiquant de bien recevoir le photographe pour la revue live, le journaliste pour la revue live. Et voilà, donc là j'ai procédé comme je procède habituellement, à savoir que bon, tout ce qui est archives administratives sont déposées ici au département, mais il est toujours intéressant pour avoir une histoire symétrique, d'avoir d'autres points de vue que le point de vue strictement administratif.
Ce qui fait que j'ai exploré des fonds d'archives humanitaires, des fonds d'archives un peu au niveau international. Et ça me semble intéressant d'avoir le point de vue de ce journaliste-là, hein, qui était de passage à Bram. Voilà, André Friedman, donc le soir j'en parle à mon mari et qui effectivement m'a dit mais André Friedman, c'est pas n'importe qui, c'est Robert Capa. Voilà, donc je me suis mis à la recherche de ce qu'il avait publié, des photos qui avaient été publiées. Bon, rien ne l'avait été en France, donc là ça posait déjà une première question. C'est en Grande-Bretagne que j'ai retrouvé quelques photos du camp de Bram, effectivement, et du camp de Montaulieu. Et je me suis mis en relation avec l'ICP à New York, puisque c'était le fonds d'archives. Et la valise mexicaine n'était pas encore rapatriée. Ils étaient en attente de la valise mexicaine, donc j'ai repris contact dès qu'ils ont pu numériser le fonds. Et voilà, donc j'ai reconnu des images du camp de Bram pour avoir travaillé sur ce sujet-là depuis un certain temps. Quelle a été l'intention de Capa lorsqu'il a photographié le camp de Bram? Alors bon, Capa, en fait, il poursuit sa tâche hein, depuis 1936-1937. Il est sur les champs de bataille. Il a aussi beaucoup photographié l'impact sur les civils des bombardements. Et là, en fait, il suit ses camarades. Hein, s'il se considère comme tel. Hein, donc parmi les vaincus de la guerre d'Espagne. Il vient dans le camp de Bram et la veille, il a été quand même à Argelès et au Barcarès. Et il a vu le dénuement profond des camps sur la plage, enfin surtout celui d'Argelès. Et donc il vient en fait s'assurer de ce que ce camp, décrit partout comme modèle, a pu apporter comme amélioration à la situation des réfugiés à Bram. Quel a été l'impact de ces images en 1939 dans l'opinion publique française? Ben justement non, alors c'est une des interrogations en fait que posent ces images retrouvées hein, dans la valise mexicaine. C'est leur absence de visibilité en France. Hein. Ces images n'ont jamais été publiées. En fait, le public français est tenu dans l'ignorance de ce qui se passe dans les camps et sur le sol français. Par contre, elles sont publiées dans Picture Post en Grande-Bretagne et ensuite, un mois plus tard, dans la revue suédoise Z, au mois de mai. Elles serviront surtout de support à des campagnes de dons humanitaires. Le camp de Bram était décrit comme un camp modèle par la Dépêche du Midi. Qu'en était-il en réalité? Bon, il faut savoir que le directeur de la Dépêche, Maurice Sarraut, est le frère d'Albert Sarraut, donc le ministre de l'Intérieur. Donc les informations sont relayées dans cette presse-là. D'ailleurs, c'est la seule presse autorisée au cours de cette période à pénétrer dans le camp. Hein. Tous les autres journalistes n'ont plus de laissez-passer. C'est pour ça d'ailleurs que Capa se présente probablement comme un journaliste américain pour avoir accès au camp. Alors c'est un camp que les réfugiés décrivent comme un camp caserne. Ils sont soumis à un régime militaire. Il y a surtout un cloisonnement qui empêche les réfugiés d'évoluer d'un îlot à l'autre. Ils ne se parlent qu'à travers les barbelés. Et il y a comme ça dans les archives départementales un dossier censure dans lequel figurent les lettres qui ne sont jamais parvenues jusqu'à leur destinataire et pour cause, enfin bon, elles sont séquestrées dans ce dossier parce que soit elles font état des conditions dans lesquelles les réfugiés sont détenus, soit des conditions de la faim surtout, du manque de nourriture. Et ces lettres-là ne parviennent pas à leur destinataire. J'ai vu des gars dans la garde républicaine, vous entendez, pour une boule de pain, ils savaient tu le montrer, non. Et type les réfugiés, ils préfèrent avoir du pain que le montrer, non. Il y a des dysenteries, il y a des maladies, enfin des fièvres typhoïdes qui font leur apparition dans le camp à partir du 1er mars environ. Il y a énormément de tuberculose aussi. Voilà, alors dysenterie, on parlait du journal de Saint-Hyès, c'est vrai qu'il
il témoigne beaucoup hein, de problèmes gastro-intestinaux. Il se lève 10 fois par nuit pour aller au Tranoué, hein, qui était l'endroit où les réfugiés déféquaient. Et en fait, en approfondissant un petit peu cette recherche, on se rend compte que l'eau des puits, l'eau d'alimentation du camp était polluée, était contaminée. Voilà, alors c'est surtout dramatique dans les différentes vies du camp. Quand en mai 40 arrivent les femmes et les enfants du camp d'Argelès. Puisque là on a une mortalité infantile qui est assez considérable. On a 49 nourrissons qui décèdent. Ce qui fait par rapport à la population, hein, rapporté à la population, un chiffre assez conséquent. Dans des baraques qui sont prévues pour 60 réfugiés, on loge plus de 100 réfugiés. Ce qui fait qu'entre deux travées de 60 cm sont logés 2 réfugiés. Et on les voit sur les images de Saint-Ayès, ils sont couchés tête bêche, ils sont couchés... donc voilà, quand l'un se tourne, l'autre doit également se tourner. Et ils dorment à même le sol. Et ça, c'est toute la durée du camp d'ailleurs, de février 39 jusqu'à mars 41. Il n'y a pas de lit, hein, il n'y a pas de chalis, il n'y a pas de... Ils sont sur de la paille, mais une paille qui est changée très peu souvent. Hein. D'ailleurs, qui est un nid à puces et à divers parasites. Et voilà quand même que se déclenche dans le camp, au mois de juin, une épidémie, une fièvre que les médecins dans les dossiers mentionnent néphrite. Enfin, on a du mal comme ça, a posteriori, à l'identifier. Mais ça ressemble fort à une fièvre des tranchées. Une fièvre qu'on a identifiée au cours de la guerre du premier conflit mondial. Et ces réfugiés, un petit peu en cascade, sont atteints de fièvre, d'œdème des membres inférieurs, de confusion. Et en fait, moi j'ai trouvé le témoin de ce qui atteint les réfugiés quand le commandant lui-même est atteint. Le commandant du camp est atteint par cette fièvre un peu récurrente, là, due à des parasites. Comment la population de Bram a-t-elle accueilli ce camp de 17 000 détenus? Ce qui est sûr, c'est que Bram, la localisation Bram n'est pas choisie au hasard. Dans les archives, moi, ce que j'ai retrouvé sur l'implantation du camp à Bram, c'est que les populations de Bram sont des populations placides et ne vont pas poser de problème pour cette implantation. Bon, il se trouve qu'il y a quand même une mobilisation des gens du village, notamment des instituteurs, du curé du village, du conseiller municipal qui est Léotard, qui récolte des dons, qui essaie d'intervenir, mais bon, l'entrée au camp leur est la plupart du temps refusée. Hein. Donc les échanges se font à travers les barbelés ou par gendarmes interposés qui font passer des documents. On a des gens qui nous disaient, mais nous, on prenait les lettres à travers les barbelés et on allait les poster pour les gens. Et voilà, donc, bon, je crois qu'il y a eu de tout. Comme dans toutes les périodes, il y a eu de tout. Des gens qui ont certainement été ignobles et des gens qui ont été, entre guillemets, des petits héros du quotidien. Il y a aussi toute la communauté espagnole qui se mobilise. Il y a des Suisses qui interviennent dans le camp, des Suisses de l'aide suisse aux réfugiés, des membres du service civil international. Mais il y a un problème avec la solidarité, c'est qu'elle ne peut pas librement s'exprimer dans la mesure, et c'est la même chose avec les camps de Cuisa, le camp de Cuisa dans l'Aude. Les réserves sont pleines de matelas, de vêtements que l'on n'a pas distribués aux réfugiés. Donc l'aide, quand elle parvient jusqu'au camp, elle ne parvient pas toujours jusqu'aux réfugiés eux-mêmes. Voilà, ce qu'on sait, c'est que la population visite le camp. Hein, le dimanche, il y a des allées et venues tout le long de la route qui mène à Montréal, hein, qui est la route départementale. Les photographies de Saint-Aye et de Capa n'ont-elles pas suscité une culpabilité des habitants de Bram par rapport aux conditions d'internement dans le camp? Alors, culpabilité, bon, on a peu de témoignages de gens qui étaient des gens qui habitaient Bram.
on a des enfants, des gens qui étaient enfants à l'époque, donc leur perception de ce qu'était le camp, vous savez, les Espagnols, les réfugiés espagnols l'expliquent eux-mêmes, on les considérait un peu comme des diables quand ils sont arrivés, mais on est en 1936. Ce sont à la fois des communistes, des anarchistes, etc. On est dans un milieu très rural. Donc forcément, vous vous rendez compte, 17 000 personnes qui débarquent dans un village qui à l'époque devait faire 2000-2500 habitants. À l'époque, les moyens de communication, d'information n'étaient pas relevés. Souvent, c'était le café du commerce aussi. Hein. Donc voilà, je pense que je n'ai pas senti un sentiment de culpabilité, mais d'abord une curiosité de parler. On a fait déjà une première conférence ce soir, une deuxième. Donc vraiment une curiosité, savoir ce qui s'est vraiment passé. Les anciens racontent, mais voilà, on a besoin d'historiens, on a besoin de spécialistes qui viennent nous dire concrètement quels étaient ces mouvements, pourquoi ces gens sont venus, qu'est-ce qu'ils sont devenus après. C'est aussi très important parce que par contre, on a beaucoup de témoignages d'Espagnols qui sont venus avec les camps, qui sont restés. Souvent, ils ont continué le combat dans la résistance contre l'occupant nazi, parce que c'était pour eux la continuation de la guerre, et de leur guerre. Et souvent, ils sont restés après, ils ont trouvé du travail. L'autre jour, certaines nous disaient, mais nous, ce qu'on doit à la France, c'est d'être allé à l'école, et d'avoir pu avoir un métier, et parfois un métier, j'entendais un professeur qui est professeur certifié à la retraite aujourd'hui, et qui disait, moi, la France, elle m'a donné une nouvelle patrie, parce qu'il était hors de question que je revienne en Espagne, et puis elle m'a donné l'éducation, l'école de la République, et puis un métier derrière.